Bonjour, merci de nous avoir invités. Donc, on va discuter de la gestion des valvulopathies avec le réseau Ville-Hôpital. Alors, en préambule, concernant les valvulopathies, donc on retrouve environ 2% de la population adulte en France qui est porteuse d'une valvulopathie, 7% chez les plus de 65 ans et 15% chez les plus de 75 ans, avec environ 150 000 décès par an en France, tout ça en lien avec le vieillissement de la population. Malheureusement, plus de 50% des patients valvulopathes sont pris en charge à un stade déjà avancé, stade 3 à 4 de la NYHA, et on retrouve également, après plusieurs papiers, des prises en charge qui sont sous-optimales, même dans les centres experts. Donc vous pouvez voir au niveau du tableau en dessous, un papier de 2019 qui avait été publié dans Circulation, qui retrouvait en fait, donc c'est une étude observationnelle avec la prise en charge concordant aux recommandations, aux guidelines des sociétés savantes, que ce soit dans les pays européens ou d'Afrique du Nord, qui retrouvait une prise en charge au niveau des valvulopathies aortiques aux alentours de 80% et aux alentours de 70% concernant les valvulopathies mitrales qui concordaient aux recommandations de classe 1 des sociétés savantes. Donc on va parler un petit peu des valvulopathies au moyen d'un cas clinique. Donc je laisse la place au docteur Baupin. Bonjour, donc moi je suis médecin généraliste. Donc on a pris le cas clinique de monsieur Sam, 45 ans, qui a pour antécédent un souffle connu depuis 1996, une dyslipidémie notamment. Son métier, il est pompier en activité et il vient me voir en consultation pour un certificat de sport. Est-ce que vous avez besoin d'informations complémentaires et quel suivi conseillez-vous chez ce patient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle dans l'antécédent de souffle? Le souffle n'a pas été exploré. Donc, on l'envoie chez le cardiologue. Pourquoi ? Tout souffle découverte à l'âge adulte nécessite une échographie cardiaque. On apprend que ça dépend de la sémiologie du souffle, mais en réalité, c'est difficile de faire la part des choses entre un souffle bénin et un souffle pathologique. Il vaut mieux faire une échographie en excès que passer à côté d'une valvulopathie. Toute valvulopathie nécessite un suivi cardiologique à vie. Donc ce patient, là on ne sait pas encore s'il a une valvulopathie ou pas, mais en tout cas on va l'envoyer chez le cardiologue pour faire le bilan. Chez chaque patient qui a une valvulopathie, il faudra faire la recherche des nouveaux symptômes cliniques avec un interrogatoire, un examen clinique, et s'assurer du bon suivi cardiologique et informer le patient sur la sévérité de sa maladie et de l'importance du suivi cardiologique. Donc moi, je l'envoie à ma consoeur, le docteur Fontaine Caroline. Donc effectivement, le patient nous a été adressé en cardiologie de ville. Entre-temps, parce que les délais de consultation sont très court. Non, je rigole. Il s'est plaint en fait d'une dyspnée des formes et qui s'est amendé progressivement, qui n'a pas tellement limité dans les suites au niveau de ses activités de la vie quotidienne ni dans sa vie professionnelle. Donc, à l'interrogatoire, on trouve un patient avec une dyspnée stade 1, cliniquement un souffle holosystolique sans autres signes, que ce soit d'insuffisance cardiaque droite ou gauche. Et à l'électrocardiogramme, rien de particulier. Donc, on lui fait une échographie et on retrouve ces images. Donc, je vous les mets au fur et à mesure. Et voilà. Donc, quel est votre diagnostic? Je vais les commander après. Quel est votre diagnostic? Vous n'avez malheureusement pas toutes les infos concernant la valve aortique, mais on a fait comme on a pu. Alors, d'après vous, qu'est-ce que vous avez pu voir? Très bien. Donc effectivement, on retrouve un patient avec une bicuspidie aortique de type 0. Alors je peux remettre un petit peu plus loin si vous voulez. Voilà, donc malheureusement, elle n'est pas, j'ai pas de boucle. En tout cas, type 0, donc sans autre rafé. Le gradient transvalvulaire était aux alentours de 10 mm de mercure. On trouvait une toute petite fuite aortique. On retrouve également une valve mitrale par prolapsus une insuffisance mitrale qui semble sévère par prolapsus du feuillet postérieur. Alors, attendez, voilà. Donc on voit le feuillet postérieur qui se prolabe.
Et on retrouve dilatation ventriculaire gauche avec un diamètre télédiastolique qui était mesuré à 60 mm, télésystolique à 46 mm et une hypertension artérielle pulmonaire. Donc, quelle est votre conduite à tenir dans l'immédiat? Qu'est-ce que vous pensez? Un suivi chez ce patient qui, somme toute, reste asymptomatique cliniquement, traitement médicamenteux et on voit. Est-ce que vous faites des examens complémentaires? Est-ce que vous préférez l'adresser directement au chirurgien ou joker, appel à un ami? Très bien, j'ai entendu C. Donc, dans un premier temps, donc en ville, effectivement, on peut, chez un patient asymptomatique, réaliser plusieurs examens complémentaires, sauf si, bien sûr, ça retarde la prise en charge, si un patient est très symptomatique, voire en insuffisance cardiaque. Mais évidemment, on peut éventuellement faire des examens complémentaires. Donc, test à l'effort. Alors, idéalement, dans les valvulopathies, on préconise plutôt les échographies d'effort, notamment dans l'insuffisance mitrale, dans le rétrécissement aortique, même dans le rétrécissement mitral, ce qui va permettre de reclassifier la sévérité de la valvulopathie, de stratifier le risque du patient et également d'évaluer son pronostic. Malheureusement, ce sont des examens qui sont très peu utilisés. On le revoit donc dans cette analyse observationnelle dont j'ai parlé au tout début, des échographies de stress, des échographies d'effort qui sont très sous-utilisées, que ce soit chez tous les patients qui ont une valvulopathie gauche, sévère ou non, ou même chez les patients NYHA classe 1. Vous voyez, on retrouve dans certains pays où il n'y a pas du tout d'utilisation de ce type d'examen. Donc l'échographie d'effort va permettre de reclassifier la sévérité, de rechercher des troubles du rythme à l'effort, de trouver également une symptomatologie plutôt objective. Également, le Holter ECG va permettre de retrouver des troubles du rythme, que ce soit ventriculaire ou supraventriculaire, et donc de chercher des signes de gravité de la valvulopathie. Et on peut également proposer un bilan biologique, et notamment le BNP, qui permettra d'évaluer le pronostic de cette valvulopathie et son retentissement cardiaque. Dans les recommandations de l'ESC, on retrouve des tableaux similaires pour toutes les valvulopathies, que ça soit, surtout les valvulopathies sévères. Là, je vous parle de valvulopathie sévère. J'ai des patients qui sont symptomatiques ou non. Donc, en ville, c'est vrai que les patients asymptomatiques Voilà, c'est compliqué pour eux de comprendre, bah oui, vous avez une valvulopathie sévère, dans un premier temps, c'est quand même un coup de massue pour beaucoup de patients, mais il ne faut pas oublier qu'on peut suivre des patients avec valvulopathie sévère si on n'a pas de critères de gravité, notamment des modifications structurelles du ventricule gauche, une altération de la FEVG ou d'hypertension artérielle pulmonaire. Dans tous les cas, le suivi peut être réalisé tous les 6 mois en cas de valvulopathie sévère asymptomatique. Voilà. Également, on a noté, donc joker appel à un ami. Donc il s'agit d'un patient, en tout cas dans notre cas clinique, qui est jeune, qui a une bicuspidie aortique, qui a une insuffisance mitrale sévère, qui est pompier et qui a des signes de gravité au niveau échographique avec une dilatation ventriculaire gauche et une hypertension artérielle pulmonaire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On appelle le docteur Tizier. Simoussi. Merci, je suis l'amie pour continuer l'histoire de ce patient. À travers donc, son réseau ville-hôpital. Ouais. Et donc, pour prendre en charge ce patient, on suit les guidelines et les recommandations de 2021 nous disent que vous soyez en cardiologie de ville, dans une clinique, il faut référer les patients dans un centre de référence. Et c'est quoi un centre de référence? C'est un centre où il y a de la chirurgie cardiaque, il y a du structurel, c'est un centre où il y a une multidisciplinarité pour donner la meilleure prise en charge aux patients. Et cette prise en charge, elle doit se faire en étapes. Ça veut dire d'abord, il faut être clinicien. Le patient a vu le médecin généraliste, son cardiologue de ville, mais vous avez le droit, en tant que cardiologue de l'hôpital, de réexaminer le patient, l'interroger, revoir ses symptômes, refaire l'échographie, le TT, le TO, évaluer la sévérité, le mécanisme de la valvulopathie, céder d'autres types d'imagerie, de la couro, de l'IRM, du scanner pour un bilan plus exhaustif. Avec ces éléments, il faut discuter avec la heart team. Donc, qu'est-ce que la heart team? C'est les chirurgiens cardiaques, les cardiologues, rythmologues, insuffisants cardiaques, imageurs, anesthésistes, gériatres, pour discuter du dossier du patient, des possibilités thérapeutiques. Donc, on a la chance à La Réunion de pouvoir tout proposer aux patients.
de la chirurgie cardiaque au MitraClip, au TAVI et bientôt la transplantation. Et donc toutes ces possibilités doivent être discutées en regard de la pathologie du patient. Et la troisième étape, qui est une étape essentielle, c'est le choix et le projet du patient. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre de décision sans le projet de vie du patient, de ses volontés. Et à partir de ces trois étapes, eh bien, il y a la décision de la ARTIM et la prise en charge proposée. Et donc, on pratique comment ça se passe à La Réunion. Donc, les patients sont référés de différents centres, du CHOR, de la clinique Sainte-Clotilde, du CHU Nord-Sud, des cardios de ville en général. Nous avons un staff valvulopathie qui est en visio tous les jeudis, avec le CHOR, le Sud, Sainte-Clotilde parfois. Et donc, on discute des dossiers. Soit les dossiers sont complets et on arrive à des décisions, soit on évalue les patients en HDG valvulopathie. Donc, c'est en hôpital de jour au CHU Nord pour les coraux, les cathédrales, les ETO sous-âgés. Et avec tous ces éléments, on rediscute du dossier en ARTIM pour aboutir à la prise en charge personnalisée du patient. Donc, c'est des prises en charge en étapes. On ne voit pas une valvulopathie, on l'envoie au bloc opératoire directement. Ça ne se passe plus comme ça, parce qu'on a une boîte à outils complexe, et les patients sont de plus en plus complexes, donc il faut bien étudier la question. Et donc, si je reviens à monsieur Sam le pompier, eh bien, il a eu une ETO qui a confirmé le diagnostic du docteur Fontaine, donc une IM sévère et une bicuspidie aortique. Il a pu bénéficier d'une VO2, donc un test d'effort qui a montré qu'il a pu faire 150 watts, 92% de la FMT et des éléments en faveur d'une HTAP d'effort. Et il a bénéficié d'un dosage de BNP qui était normal. Donc là, je vous montre les images de Théo. Donc vous pouvez voir que la valve aortique, elle est bicuspide, elle ne s'ouvre pas tout à fait normalement. On voit la valve mitrale ici, avec le prolapsus de feuillet postérieur, avec l'IM sévère. Et là, on confirme le diagnostic de bicuspidie. Voilà. Avec, juste pour faire plaisir, le 3D de la valve aortique. Et on voit que l'aorte ascendante n'est pas dilatée, la surface aortique est à 1,9 cm². Et donc, avec ces éléments, on s'est réunis le vendredi midi pour discuter en ARTIM de qu'est-ce qu'on peut proposer à ce patient, jeune, pompier, qui a une IM sévère, qui se dit asymptomatique, qui a aussi une bicuspidie. Alors, il y a 3 options possibles. Traitement médical, bêta-bloquant l'Azilix. Traitement chirurgical, est-ce qu'on fait la mitrale et la valve aortique ou on fait juste la mitrale? Et est-ce qu'on lui propose un MitraClip? Qui vote pour MitraClip? Ok. Reza, ok, 2 personnes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi les recommandations, on a évalué le patient en étapes, par les 3 étapes. Donc, on l'a évalué cliniquement par les examens complémentaires. Donc, il a une IM sévère organique, asymptomatique, il le confirme, mais il y a un retentissement du ventricule gauche. Donc, c'est une indication de grade 1A à une prise en charge curative. La deuxième chose, on a discuté en ARTIM, on a regardé les échos, on a trouvé que la valve mitrale était réparable par les 2 techniques, en chirurgie et par MitraClip, que la valve aortique était certes bicuspide, mais que la sténose était modérée, qu'il n'y avait pas de fuite, que l'aorte n'était pas dilatée. Il a un Euroscore 2 inférieur à 0,3%, et clairement, aujourd'hui, le MitraClip est inférieur à la plastie chirurgicale dans les résultats à long terme. Peut-être que je ne vous dirai pas ça l'année prochaine ou dans 2-3 ans, mais aujourd'hui, le MitraClip fait moins bien sur le plan technique. Et bien sûr, le désir du patient. Il est pompier, sa seule motivation dans la vie, c'est de continuer à être pompier. Il m'a dit, moi je m'en fous, si je me fais réopérer dans 5 ans ou dans 10 ans pour ma valve aortique, ce que je veux, c'est ne pas avoir d'anticoagulant, de pouvoir reprendre mon travail et de continuer à être pompier. Et donc, avec ça, on a décidé en ARTIM de lui proposer une plastie mitrale isolée, sans toucher à la valve aortique, ça peut se discuter. Il y a des patients qui seraient plutôt angoissés de subir une deuxième intervention et qui préféreraient avoir peut-être une valve mécanique ou une bioprothèse, ça se discute, mais en tout cas, le patient, pour lui, il ne voulait pas prendre le risque d'avoir des anticoagulants au long cours et donc ne plus être pompier. Et donc, on a pris le désir du patient au centre de la décision et il a subi cette plastie mitrale chirurgicale avec succès. Donc, tout ça pour ce cas clinique, c'est pour
vous sensibiliser, la communauté médicale, mais aussi la population générale aux valvulopathies. On a fait l'année dernière une journée du cœur au Barachois pour promouvoir les problématiques cardiologiques, mais aussi le souffle au cœur, parce qu'il y a beaucoup de médecins, et même dans la population générale, qui sont rassurés par le caractère depuis l'enfance du souffle. Enfin, ils disent oui, c'est depuis l'enfance, donc c'est normal, donc absolument pas. Il faut s'assurer de l'absence de valvulopathie. Il faut améliorer le dépistage en soins primaires et promouvoir l'auscultation. Alors, on n'a pas de chiffres, mais on a regardé une revue qui disait que c'était publié par l'équipe de Rouen qui ont inventé le TAVI, qu'il y avait un patient sur 4 qui était ausculté au-delà de 60 ans. Donc, il y a 3 patients sur 4 qui ne sont pas auscultés. Et donc, il faut améliorer l'auscultation, il faut remettre le stéthoscope au cœur des études médicales, améliorer le diagnostic par échographie, en tout cas, ne pas attendre 1 an pour avoir une échographie cardiaque, et référer les patients, les orienter pour proposer une prise en charge thérapeutique adaptée à moyen et à long terme. Donc pour conclure, les valvulopathies sont des maladies chroniques dont la prévalence augmente avec l'âge, qui nécessitent une évaluation globale et multiparamétrique, mais surtout pluridisciplinaire, avec une bonne entente ville-hôpital, la nécessité d'une heart team et l'interdisciplinarité, médecins généralistes, cardiologues de ville, chirurgiens. Et puis, il ne faut pas oublier de prendre en charge aussi les contraintes et souhaits de chaque patient pour avoir un suivi, une prise en charge personnalisée. Dans le suivi au long cours, donc je répète, un suivi cardiologique à vie et le suivi par le médecin traitant tous les 3 à 6 mois avec plusieurs choses. Donc, chez ces patients qui ont une valvulopathie, il faut être très vigilant sur l'examen clinique, sur l'interrogatoire actif, savoir s'il y a une augmentation de la dyspnée ou pas. Je ne reviens pas sur les examens cliniques et sur les surveillances qui ont été décrites dans les 2 topos précédents. Et puis, la prévention des endocardites infectieuses avec une éducation à la bonne hygiène bucco-dentaire, une consultation dentaire tous les 6 à 12 mois, si besoin, une antibioprophylaxie selon les cas, selon les recommandations. Et puis, voilà, je pense qu'il faut bien insister sur éduquer le patient à son suivi pour éviter les pertes de vue et qu'il comprenne bien sa pathologie. Est-ce que vous avez des questions ? Il n'a juste pas de chance ou il y a un lien entre les 2 valvulopathies ? Je ne sais pas quel est le lien, mais on en voit souvent. Des patients qui ont des bicuspidies et probablement une anomalie au niveau des tissus myocardiques, qui ont des valvulopathies et suivies pour des bicuspidies et qui ont des IM associés, ouais. Des ruptures de cordage. Alors. Comment ? Étude à suivre. Étude à suivre, oui, docteur Sumoussi. Ouais, carrément. Oui, Nadir. Oui, on t'écoute. Il y a des recours précises pour tout ce qui est travail et valvulopathie ou pas par exemple, lui, il est pompier avec sa bicuspidie et sa plastie mitrale. Et pompier, vu que c'est un métier un peu chaud. Ce qui est pour son... Ouais, Nadia, tu veux répondre ? En tout cas, lui, vas-y, Nadia. Oui, en fait, par rapport au travail, tout à l'heure aussi, pour le topo dernier, je réplique, en fait, le rôle de la réadaptation, justement, c'est de préciser, en tout cas, le rôle de la réadaptation dans la précision de tous ces éléments-là, notamment par rapport à la reprise du travail chez un patient, qu'il soit en tout cas opéré ou pas, c'est en fonction en tout cas de l'évaluation de ses capacités, de la progression et du travail sur les limitations. Donc, ce qui va permettre en tout cas de préciser surtout pour le médecin du travail, en tout cas la validité du patient, par rapport en tout cas au poste en tout cas auquel il est affecté. Alors en tant que pompier, c'est des patients qui vont être amenés à faire des exercices physiques. Ce qui va être limitant dans les premiers 6 mois, c'est surtout la sternotomie. Mais après, en termes de capacité par rapport à la bicuspidie,
tant qu'elle n'est pas sévère, tant qu'il n'y a pas de dilatation de l'aorte ascendante associée, donc il pourra reprendre du travail sous surveillance, bien sûr, avec parfois des adaptations qui sont nécessaires. Donc, En tout cas, pour le patient en question, c'était vraiment la question des anticoagulants. C'était vraiment ça. C'est que en tout cas, lui, il s'était renseigné et il ne pouvait pas être sur le terrain sous anticoagulants. Ça veut dire qu'il allait être dans les bureaux. Et lui, ce n'était pas son désir dans la vie, c'est de continuer d'être sur le terrain. Et donc, dans ce contexte-là, on n'a pas touché à la valve aortique parce que le risque de la remplacer était très important. Non, je voulais rajouter ça sur les anticoagulants, justement, que ça dépend vraiment du métier. En fonction, en fait, c'est à discuter avec le médecin du travail et c'est lui qui prend la décision ou pas de dire l'anticoagulation est un frein ou pas à la pratique du métier. Merci beaucoup. Petite question plutôt pour... ne pars pas. Plutôt pour Tiziri. Comment, pour les valvulopathies qui sont sévères, soit en stand-by chirurgical, enfin en attente, ou pas encore tout à fait sévères pour être opérées, enfin, je pense que tu vois bien de quoi je vais parler. Comment est-ce que tu décides est-ce que tu les gardes au chaud, au CHU, enfin, à les revoir tous les mois comment est-ce que tu manages Alors, c'est une question assez vaste, ça dépend de la valvulopathie, du retentissement du patient, mais ce qui nous arrive souvent, c'est d'envoyer les patients à Nadia, ce qui peut paraître complètement fou, mais des RM serrés. Je les envoie parfois à Nadia pour une rééducation adaptée préopératoire ou des IM d'indication opératoire pour reconditionner le patient, l'amener à la chirurgie, moins essoufflé, moins gros, plus en forme, et la chirurgie et la réhabilitation post-opératoire est possible. Après, parfois, Nadia me dit non, mais là, c'est pas possible. Hein. Là, il respire pas. Donc, tu le reprends. Hein. Mais c'est un travail d'équipe. Oui, alors en fait, le rôle de la VO2, c'est très important dans l'évaluation des valvulopathies, les IA sévères, les chutes tensionnelles à l'effort. Donc tout ça, on peut le voir en évaluant la VO2. Il faut savoir aussi qu'un patient, c'est polypathologique. Généralement, nous, ce qu'on fait, ou quand on travaille avec Tiziri, c'est généralement des patients qui ont d'autres pathologies, notamment respiratoires, les BPCO, qui sont très fréquents. On pense à la mucoviscidose et l'IT sévère. Exactement. Nous, on a pas mal de patients coronariens qui sont BPCO, des insuffisants cardiaques qui sont BPCO, des valvulopathes qui ont des pathologies autres respiratoires. Donc, on va éliminer tout ce qui est limitation, qui est lié plutôt à une pathologie respiratoire ou une équilibration au niveau de sa pathologie respiratoire pour que quand il sera opéré, il y a en fait moins de conséquences sur le plan anesthésique lors de la chirurgie. Donc effectivement, c'est des réadaptations maintenant qui sont très recommandées, la correction de l'anémie, le reconditionnement à l'effort, la prévention de la nutrition, et tout ça se fait en réadaptation cardiaque, et c'est très important maintenant pour les chirurgies. Juste pour conclure, juste l'intérêt de ce topo, c'est vraiment de pouvoir faire ça avant et de ne pas amener les patients en chirurgie, en urgence, post-usique ou post-décompensation cardiaque. C'est le dépistage précoce pour avoir un projet à moyen long terme, préparer les patients et les opérer dans de bonnes conditions parce qu'ils sont mieux après. Merci beaucoup.